Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Cinémed pour dans le cadre du partenariat qu'on a avec l'association des cinémas du Languedoc-Roussillon, la CCILR, tout un parcours pour leur faire découvrir des films en avant-première. Et on a toujours envie de se poser pour justement aborder une problématique de l'exploitation, de la diffusion en général. Et cette année, on a choisi ensemble de faire un point sur tout ce qui était dispositif d'éducation à l'image, puisque la question du renouvellement du public est absolument fondamentale dans la problématique des salles de cinéma, mais aussi des festivals. Et c'est Aïchegoul de Box Office Pro qui va mener cette rencontre. Donc je te passe la parole, Aïchegoul. Merci beaucoup, Christophe. Merci, bienvenue à toutes et à tous. Je vais rapidement introduire en effet la table ronde en disant que depuis de nombreuses années, si ce n'est des décennies, voire même depuis les tout débuts du cinéma, le grand écran et l'apprentissage de la lecture visuelle ont, autrement dit, les salles de cinéma et l'éducation à l'image entretiennent une relation forte et symbiotique. Une relation qui permet de donner tout son sens en matière de compréhension du monde, compréhension de la société, compréhension de soi-même, au cinéma, au pluriel, et à l'éducation. C'est vous dire l'importance du domaine et la diversité des acteurs que le sujet mobilise. Preuve en est la variété des panélistes qui nous font le plaisir ce matin de se joindre à nous pour nous parler de la mobilisation générale que nécessite l'éducation au cinéma et la mobilisation continue qu'elle implique. Mais avant de vous présenter nos invités, face à un sujet où il sera tant question d'éducation, notamment d'éducation nationale, et je voulais rendre un rapide et certainement très maladroit hommage à tous les enseignants, à Dominique Bernard, à Samuel Paty en particulier. Merci donc à tous les enseignants présents ici et au-delà pour ce que vous faites avec le cinéma, dans les cinémas et au-delà. Sur ce, vous vous êtes mis pas du tout dans l'ordre alphabétique, mais c'est pas grave. Je vais commencer au bout de la scène. Olivier Demet, chargé d'éducation aux images à l'archipel des Lucioles, ex-passeur d'images, qui fédère et anime au niveau national le réseau des acteurs de l'éducation aux images. Mais tu n'as pas encore la parole. À côté de lui, Luc Cabasso, délégué général de Cinéphilae, l'association de cinéma, arts et essais en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, et coordinateur du dispositif lycéens et apprentis au cinéma pour l'Académie de Toulouse. Et je sens que j'ai oublié quelque chose. Non, pour l'Académie de Toulouse. Parce que mes camarades d'itinérance le sont pour l'Académie de Montpellier. Oui, l'Académie de Toulouse. Et Marie Chapelet, conseillère pour le cinéma et l'audiovisuel de la DRAC, Direction des Affaires Culturelles Occitanie. Alice Barral, médiatrice cinéma chez Cinémaginaire, réseau de cinéma et cinéma itinérant Pyrénées-Orientales, qui organise des festivités et autres événements et mène aussi des actions d'éducation à l'image dans de nombreux établissements scolaires. Fabrice Caparros, directeur général de Cinémode, une vingtaine de salles fixes et points itinérants à travers le département de l'Aude, et président de l'ACCILR, l'association des cinémas et cinémas itinérants du Languedoc-Roussillon. Jérémy Bois, directeur associé à Cinéma Public Film, distributeur indépendant spécialisé en jeune public. Et enfin, Karim Ghiati, directeur d'Occitanie Film, agence du cinéma et de l'audiovisuel en région Occitanie, qui abrite non seulement le bureau d'accueil des tournages, mais assure aussi de nombreuses missions d'animation de la filière, notamment en matière de diffusion des films tournés en région, sans compter celles liées à l'éducation aux images. Voilà pour le tour de table. Et voilà. Et sans transition, en fait, je voudrais qu'on commence par poser ce dont on parle
en vous laissant expliquer les uns et les autres, en fait, les dispositifs sur lesquels que vous représentez et avec lesquels vous intervenez, à commencer peut-être par les dispositifs nationaux que tu peux nous présenter, Olivier. Oui, tout à fait. Je vais notamment... donc l'archipel des Lucioles coordonne un certain nombre de dispositifs nationaux qui ont été mis en place par l'ensemble des professionnels et souvent portés par les salles de cinéma et les associations d'éducation populaire avec le CNC. Et notamment sur une mission qui est sur le hors-temps scolaire, qui est le dispositif passeur d'images, sur laquelle, dans le cadre des débats, on pourra très bien revenir, même si effectivement l'idée aujourd'hui c'est peut-être de regarder un peu ce qui se passe du côté du temps scolaire. Concernant le temps scolaire, nous coordonnons école et cinéma, collège au cinéma et le dispositif désormais officiel depuis cette rentrée, maternelle au cinéma. Et après je passerai la parole à Luc pour lycéens au cinéma. On s'est fait une réunion de rentrée pour les nouveaux coordinateurs il n'y a pas longtemps, donc on a fait un tableau un peu de les dispositifs pour les nuls. Alors ça ne vous concerne pas, mais ça permet de réviser un petit peu quelles sont les forces en présence. Je dirais en tout cas les forces qui travaillent avec les enseignants, les établissements, les cinémas. Derrière collectivités locales, effectivement, comme c'était un focus plutôt premier degré et collège avec les conseils départementaux, on pourrait ouvrir vers les collectivités territoriales qui apparaissent pas sur ce schéma, mais qui sont très très importantes. On aura vraiment l'occasion d'y revenir. Vous dire que ces dispositifs ont été rassemblés dans un peu une réforme de la gouvernance des dispositifs autour d'un comité de pilotage unifié, piloté par le CNC et mis en place par lui, avec une refonte des cahiers des charges de chaque dispositif sous le grand chapeau Ma classe au cinéma, et qui rassemble aussi bien école et cinéma, collège au cinéma, lycéen au cinéma que maternelle au cinéma, qui a rejoint effectivement ce grand cahier des charges. Alors le cahier des charges, c'est-à-dire c'est un peu la base, le point commun sur l'idée d'avoir une vision un peu globale et de poser cette question de la maternelle jusqu'à la porte de l'université, qui est la mission des dispositifs sur le terrain. Voilà, je voulais... je peux aussi vous donner quelques éléments concernant école et cinéma et collège au cinéma, peut-être en volume, ça peut être intéressant. Voilà, vous dire qu'en termes de couverture, d'implantation, de couverture territoriale, on couvre l'ensemble du territoire. Et puis, c'était à l'occasion d'une réunion en Occitanie, j'avais aussi indiqué les éléments concernant l'Occitanie, et vous voyez que là aussi, notamment jusqu'à cette rentrée, il y a encore une montée en puissance en termes de territoire, et maintenant on a vraiment une couverture du territoire qui est assez complète de ces dispositifs, ce qui donne vraiment du sens à nos échanges. Voilà, si on reprend 21-22 sur les cartes qui avaient été faites en 21-22, vous voyez que sur école et cinéma, il y avait déjà une couverture totale de l'Occitanie, et que par contre sur collège au cinéma, effectivement, il y avait encore 2 points, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et Garonne, qui ne faisaient plus le dispositif et qui désormais font le dispositif. Donc il y a une couverture un peu globale du dispositif collège au cinéma, à une exception près qui est, et peut-être ça sera évoqué dans les débats, qui est sur
le Gard, effectivement, où il y a une opération départementale propre, hein, qui, compte tenu des spécificités du territoire, ne colle pas tout à fait avec la charte nationale. Donc, mais bon, je suppose que ça soit en termes de films, d'outils, etc., ça s'en inspire et c'est vraiment dans cette grande logique. Vous donner peut-être des éléments de fréquentation aussi, parce que ça peut être intéressant. Rappelez qu'effectivement, école et cinéma, c'est 900 000 élèves sur l'ensemble du territoire. Et c'est quand même 100 000 élèves, grosso modo, en Occitanie. Voilà, avec les derniers, c'est un chiffre stable, hein, comme vous voyez. Les seules variations qui apparaissent dans le tableau, c'est plutôt la montée un petit peu en puissance au niveau des maternelles, avec justement l'arrivée du nouveau dispositif maternel qui a amené un coup de booster sur les effectifs et les participations des établissements du premier degré. Et sur collège au cinéma, voilà, 483 000 élèves touchés, 14 600 enseignants. Ça fait quand même 3 650 établissements, collèges sur l'ensemble de la région, donc les 2 académies rassemblées. Je le répète. Enfin, ça c'était les chiffres au niveau national, pardon, et juste en dessous, vous avez effectivement les chiffres de la région, les 2 académies rassemblées. 30 998, 1188 enseignants participants, ce qui fait 1144 classes, et 264 établissements. Et comme cette journée organisée sous l'égide des cinémas, voilà, c'est important. Vous amenez les chiffres aussi sur les cinémas participants. Sur école et cinéma en France, c'est 1440 cinémas participants, 1345 sur collège au cinéma, et sur l'Occitanie, 150 pour école et cinéma, dont 9 cinémas itinérants, et 118 pour collège au cinéma, dont 6 itinérants. Voilà, c'était un peu les données chiffrées que j'avais envie de donner. Peut-être sur les grands objectifs, et puis je vais pouvoir m'échapper. Voilà. Sur les grands objectifs des dispositifs, peut-être rappeler que s'inscrire au dispositif, c'est une démarche volontaire, aussi bien de la part des cinémas qui souhaitent s'inscrire dans ces actions. Donc sans caractère obligatoire, mais la plupart portent les dispositifs et les soutiennent et y participent d'année en année et reconduisent leur participation. Et pour les enseignants aussi, une démarche volontariste. Et j'insiste sur le fait que ça soit une démarche volontariste au niveau des enseignants, parce que les choses sont en train de bouger un petit peu dans l'éducation nationale et il y a un pilotage renforcé qui commence à se mettre en place au niveau des chefs d'établissement. C'est bien les enseignants qui souhaitent inscrire les dispositifs et le parcours de 3 films qui vont faire vivre à leur groupe classe dans l'année, qui s'inscrivent au dispositif et qui souhaitent y participer. Et jusqu'ici, ce n'étaient pas les chefs d'établissement qui décidaient de qui s'inscrit ou s'inscrit pas au dispositif et qui s'inscrit ou s'inscrit pas aux formations qui accompagnent les dispositifs. Le volet de formation des enseignants est très important, tout simplement parce qu'il a toujours existé. Et que, comme il a toujours existé, le catalogue s'est construit à partir du fait que les enseignants étaient accompagnés et formés. C'est-à-dire que quand vous regardez, si vous regardez un petit peu le détail des films qui sont dans les catalogues,
vous percevez qu'il y a des choses que vous pouvez peut-être trouver audacieuses, des films qu'on n'aurait pas forcément montrés dès l'école primaire ou qu'on pourrait discuter pour des lycéens lambda. Pour autant, c'est parce qu'il y a un accompagnement renforcé des enseignants avec une rencontre avec des professionnels qui amènent des clés de lecture sur les films et des portes d'entrée et qu'il y a un travail des conseillers pédagogiques pour accompagner tout ça que la rencontre avec ces films est possible pour ces élèves, même sur des films qu'on aurait pensé ne pas leur destiner. Donc voilà, si j'insiste là-dessus, c'est que là aussi, il y a un point de vigilance sur la formation qui paraît... Sur tous ces points, on va y revenir. Voilà, Olivier, qui paraît pas forcément essentiel, mais je lance les pistes et puis voilà. Oui, on va y revenir. Voilà, j'ai envie de m'arrêter là et de passer la parole aux autres. Merci Dur beaucoup, de passer Olivier. le premier. Mais du coup, Luc, oui, tu voulais ajouter... Oui, moi je prends le relais sur lycéens et apprentis au cinéma. Alors, on n'est pas du tout séparatiste, mais notre coordination n'est pas rattachée à l'archipel des Lucioles. C'est en fait, le nombre de coordinateurs est assez... beaucoup moins important que sur les coordinations nationales école et collège, puisqu'on est 23, plus quelques camarades associés. Donc c'est un groupe qui arrive à se retrouver par lui-même, grâce notamment au soutien du CNC, et à mener ensemble ces enjeux au national en termes de coordination. Sachant que chaque coordination régionale a des colorations spécifiques. Certaines coordinations vont vont proposer à la diffusion un choix parmi 10 films. D'autres, comme la nôtre, ne proposent qu'un film par trimestre, sans choix pour les enseignants, puisqu'on estime qu'il y a eu un comité de pilotage qui a fait ce travail, etc. Le principe du dispositif lycéen et apprenti au cinéma, c'est le même que les autres dispositifs. C'est 3 films minimum, un par trimestre, de la formation pour les enseignants, des dossiers pédagogiques rédigés par Capricci actuellement ou mis en place par le CNC, des prévisionnements, des actions d'accompagnement, et ça c'est un marqueur très très fort en Occitanie, puisque nos deux coordinations, nos camarades d'Alès et nous, Cinéphilae, c'est plus de 2000 heures de médiation qui sont proposées aux élèves inscrits. Et les élèves, c'est à peu près 30 000 élèves sur Occitanie, donc c'est quand même un volume assez important. Ça concerne un peu plus de 200 établissements scolaires également. Et pas tout à fait une centaine de cinémas. Donc on est vraiment sur des actions là aussi assez importantes de masse. Et qui s'appuie donc sur des cahiers des charges précis, mais avec, comme je disais, des colorations régionales, notamment la possibilité ou pas, selon le choix du comité de pilotage, d'inclure une proposition régionale, c'est-à-dire un film qui a été aidé en région ou un film qui appartient au catalogue régional aidé en région. Cette année, on a le très très grand plaisir de diffuser la traversée de Florence Miaille. C'est une chance parce que c'est près de 30 000 élèves, même si les chiffres d'inscription sont, on en parlera tout à l'heure, en léger tassement. C'est pas la rentrée la plus facile qu'on ait jamais vécue. Sont près de 30 000 élèves qui vont aller voir ce film, alors que c'est un film qui n'avait que très peu rencontré son public. Et ça, on en discutera avec Jérémy, je pense aussi, l'importance des dispositifs pour les distributeurs. Autre élément important, c'est le partenariat qui nous lie avec l'agence Occitanie Film, parce que justement, quand un film lié au territoire appartient à la programmation, il y a une création de ressources, et là en l'occurrence un site internet, donc Karim nous dira un mot, créé pour la traversée, qui aura une diffusion nationale, puisque le film est dans le catalogue national, qui est d'une richesse assez étourdissante, je dois dire. Voilà, je fais assez rapide puisqu'on aura l'occasion d'y revenir. Juste vous signaler que nos deux coordinations ont été au moment de l'union régionale les premières à se retrouver pour bâtir une programmation commune, des outils d'évaluation communs et un bilan commun. Et ça nous a permis justement d'avoir une dynamique assez bonne là où dans d'autres régions, pour des raisons diverses et variées, des académies n'ont pas la même formation, n'ont pas les mêmes directions. Cet élan commun là, je pense qu'il a assuré un élan assez positif. Ça nous a permis d'échanger sur nos pratiques et surtout un bon ancrage territorial et une pérennité du dispositif.
Voilà, je fais court, mais on y reviendra. Merci. Et on va d'ailleurs finir en fait ce tour des dispositifs par au-delà du temps scolaire. Il y a aussi le hors temps scolaire, il y a le public jeune, mais il y a aussi le reste du public, et notamment celui qui est éloigné du cinéma. Et du coup, côté cinémaginaire, vous aussi, vous travaillez sur de nombreuses actions. Oui, alors, ça marche, ouais, c'est bon. Donc nous, en fait, c'est une association cinémaginaire basée à Saint-André, dans les Pyrénées-Orientales. Donc on est vraiment en zone rurale. En fait, c'est pour une part une exploitation, donc de l'exploitation, pardon, pour voir ensemble des films dans ce département des Pyrénées-Orientales, avec une quarantaine de villes où on va projeter avec un circuit itinérant. Donc on va vraiment à la rencontre des publics, là où il n'y a pas forcément de pôle culturel. En fait, c'est aussi 4 salles fixes de cinéma, un peu partout dans les Pyrénées-Orientales, et une entente de programmation avec une trentaine de communes. Voilà. Et en fait, on mène des actions d'éducation à l'image à peu près sur tout ce territoire-là, donc en dehors de Perpignan. Voilà, pour le jeune public. Donc on est 3 salariés à plein temps sur ces actions. Donc les actions des dispositifs école, collège, lycée, en temps scolaire, mais aussi hors temps scolaire. Donc passeur d'images, par exemple à Prats de Moyau, donc dans des zones très éloignées. Voilà, on a des ciné-goûtés, on est assez actif de ce côté-là. Et donc on va à chaque fois accompagner les films, hein, il y a une grande demande par rapport à ça, les présenter en salle, ouvrir sur des débats pour avoir des échanges évidemment sur les films, et mener des ateliers. Donc nous on coordonne collège au cinéma, donc on a une 60aine d'ateliers par exemple pour Cinémaginaire, parce qu'on travaille aussi avec l'Institut Jean Vigo de Perpignan, donc on s'est répartis par zone en fait, et donc voilà, des ateliers de réalisation de films pour accompagner les films, réalisation de prise de vue réelle, stop motion, de la table mash-up, et ça peut être aussi des interventions en classe, de décryptage de l'image. On revient sur différents aspects du cinéma. Et voilà. Et donc on fait aussi des formations, notamment là sur le collège au cinéma, on a une formation pour, pareil, donner des pistes pédagogiques aux enseignants qui sont inscrits dans ces dispositifs. Voilà. Merci pour ce tour d'horizon. Mais alors, pour rentrer un peu plus dans le vif au fond du sujet, j'aurais envie de demander à un exploitant et à un distributeur de décrire ce que représentent concrètement tous ces dispositifs et initiatives autour de l'éducation à l'image dans vos économies respectives. Fabrice, par exemple. Commençons par l'exploitation. Alors, il y a 2 volets, ce que ça représente pour un exploitant, l'éducation à l'image. Il y a 2 volets. Le premier, c'est nos publics de demain. Donc, c'est un des premiers volets qui est très important. Comment on va renouveler nos publics, comment on va leur donner le goût de la salle de proximité. J'irai au-delà de la ruralité, moi j'irai sur la proximité. Comment on va leur faire découvrir des œuvres, art et essai, grand public, sans dénigrer l'un ou l'autre, comment on va faire réfléchir et la pratique vraiment de la salle, et de montrer que la salle de proximité art et essai, c'est une salle qui vit, où il y a des échanges, où il y a des présentations de films, où il y a des ateliers. Elle en a beaucoup parlé. Voilà, donc ça c'est le premier enjeu, donc c'est le renouvellement des publics. Forcément, en termes de fréquentation, ça nous aide beaucoup d'avoir des publics captifs, évidemment. Donc au niveau de l'économie, ça nous aide. Au niveau des entrées, on fait beaucoup d'entrées scolaires. Hors temps scolaire aussi, l'éducation à l'image, ça ne s'arrête pas au jeune public.
ça n'a pas de limite d'âge. Voilà, on peut travailler avec des intervenants différents. En tout cas, nous, sur l'Aude, on fait intervenir beaucoup de monde sur ces publics-là. Donc des seniors, par exemple, des jeunes déscolarisés. On travaille avec les centres sociaux. On peut travailler avec des personnes qui fréquenteraient pas du tout la salle. Et donc, pareil, ces publics-là, en venant une fois, 2 fois, ils ont moins peur de passer le pas, parce que des fois c'est juste la peur de passer la porte, de se dire on va dans un endroit un peu étrange, une salle mono-écran, voilà, on n'a pas l'habitude. On va au multiplex des fois à 30 ou 40 km, mais ça on n'a pas l'habitude, on a un peu peur de passer la porte. Pour les jeunes, c'est mes parents fréquentent ce lieu-là, donc je m'interdis de le fréquenter. Donc c'est de faire tomber ces barrières-là, donc c'est un enjeu très très fort pour demain, et surtout aussi les œuvres en elles-mêmes. Et ça, je pense que Jérémy va pouvoir en parler assez largement. Voilà, la qualité des œuvres que l'on propose, de montrer un autre cinéma, d'ouvrir les yeux sur tout un monde. C'est ces missions-là aussi que nous, on porte. Voilà, le vivre ensemble, la tolérance, le lien social, le mélange des générations, etc., etc. Et alors, pour un petit, enfin, excusez-moi du terme, pour un distributeur indépendant comme Cinéma Public Film, qui œuvre vraiment depuis de nombreuses années spécifiquement dans le domaine des films pour enfants, que représente l'éducation à l'image ? Alors, petit distributeur, nous, ça nous va très bien. On est très bien en tant que petit distributeur, parce que on garde notre liberté sous cette forme-là, et ça nous plaît énormément. Alors nous, donc, nous, on recherche des films au travers le monde entier, pour la faire très courte sur le rôle du distributeur. Et quand on a des coups de cœur, alors là, c'est la partie petit et libre intervient là. On choisit vraiment les films qui nous plaisent, qu'on a envie de défendre sous une certaine manière, c'est-à-dire qu'on veut essayer de montrer aux enfants quelque chose qui est un petit peu différent, ou alors sur des thématiques qui nous sont chères, et surtout de montrer. Vous m'entendez bien ? Pardon. Et vous montrer, et surtout dans le lieu du cinéma. Et pour nous, donc, ce qui est important, c'est de surtout se retrouver socialement en termes de vie dans le cinéma. Et pour ça, donc, je vais regrouper un petit peu tous les points positifs qu'on vient de dire et pourquoi le distributeur là-dedans s'y retrouve, et qu'en France on a un petit peu cet outil unique pour le jeune public qui est tout ce réseau magnifique et qui fait que le jeune public existe sous cette forme-là, en tout cas le jeune public arrêt essai sur des programmes de court-métrage ou des longs-métrages un petit peu pointus. C'est qu'en fait, pour trouver ce public-là, c'est extrêmement compliqué pour le faire venir en salle. Et grâce à tous ces dispositifs-là, alors on en a plein, hein. Nous on a nos propres dispositifs qu'on met en place. Je peux les passer en revue rapidement, mais on a tout l'aspect classique de l'accompagnement en termes de documentation pédagogique vers les enseignants, vers le tout public. On a après des dispositifs très spécifiques comme les ciné-concerts, les ateliers, les packs ateliers, les mallettes pédagogiques, les décors, les expositions. Donc tout ça, nous, c'est ce qu'on met tout seul dans notre petit coin à disposition des salles de cinéma. Et après, évidemment, tout ça ne fonctionne pas si on n'a pas l'appui de la salle de cinéma, si on n'a pas l'appui des dispositifs, si on n'a pas l'appui des associations régionales qui sont très importantes. Enfin voilà, tout ça, c'est un tout qui fait que le public arrive à trouver la salle de cinéma, arrive à trouver des films de qualité, arrive à trouver un accompagnement de qualité et aussi une présence humaine dans la salle de cinéma. Nous, on essaye en tant que distributeur, voilà, de relier tout ça, de proposer le maximum de choses pour que ce cheminement se fasse entre le film et le jeune public, et de la meilleure des manières. C'est pas évident. On a la chance, encore une fois en France, d'avoir ce système-là qui le permet, et surtout qui permet d'avoir des distributeurs indépendants financièrement, donc dans le choix et dans la liberté, parce que donc, tout ce réseau-là génère quand même, on l'a vu ne serait-ce que sur les dispositifs, pas mal d'entrées. Les entrées financent les films, l'argent revient à la production et la création repart de plus belle. Donc c'est vraiment ce cercle vertueux du cinéma en France, et ça on a de la chance de l'avoir. Et c'est grâce un petit peu à tous ces maillons qui se mettent en place et qui permettent d'avoir plus ou moins, en fonction des territoires, des lieux, des salles, une fréquentation qui est plutôt correcte, en tout cas sur le jeune public. Juste une question supplémentaire, par exemple, quand vous avez un titre de votre catalogue qui intègre un catalogue de dispositifs, qu'est-ce que ça représente comme supplément en fait, d'entrée ou de relance de la carrière du film ? Alors il y a 2 points pour nous. Alors là je vais donner l'avis de Cinéma Public Film. Chaque distributeur aura, bon il y a une tendance, mais chaque distributeur aura sa manière de voir les dispositifs. Nous on le voit de 2 manières.
en fait, c'est quelque chose qui intervient assez longtemps après la sortie du film. Donc c'est quelque chose dans la vie du film qui est assez tard, en termes de, je parle là de mise en avant et d'entrée. Donc en fait, nous c'est quelque chose évidemment qu'on ne prend pas dès le départ en compte. On choisit nos films, nos programmes, pas en se disant, bah tiens, il y a les dispositifs derrière, on va s'appuyer dessus. Par contre, c'est quelque chose, évidemment, déjà, ne serait-ce que d'un point de vue personnel, on soutient très fortement, et tous les ans le distributeur en fait d'une manière assez simple est sollicité à proposer, alors je crois qu'on est à 3 films par dispositif, avant on était à 5, là on en a 3 films par dispositif, une fois par an, et là actuellement par exemple les commissions se réunissent, c'est pour 2025-2026, donc il y a un décalage dans le temps. Donc là on propose nous des films qui sont déjà sortis, et ça sera pour 2025-2026. Donc pour la vie du film, nous, on le prend pas en compte à son début, parce que la réalité, c'est que le distributeur a une vraie réalité économique, et donc bon, faut voir un petit peu ce que le film peut faire. Donc le dispositif, c'est plus tardif dans la vie du film. Par contre, après, ce qui est génial en 2 points, c'est que très souvent, effectivement, et ça c'est super, les films choisis dans les dispositifs sont les films pas les plus évidents, c'est des beaux films à montrer aux enfants, et très souvent les films pas évidents égale films avec moins d'entrée. Donc pour ces films-là qui sont sélectionnés, ça donne un second souffle en termes d'entrée et de visibilité sur le film qui intervient 2, 3, 4 ans après, et qui dure très longtemps, parce que généralement un film qui rentre dans le dispositif, je sais pas si on a la moyenne à peu près, mais il reste très longtemps dans le dispositif. Donc voilà, ça donne au film vraiment un second souffle et une visibilité, et pour le distributeur, il n'y a rien de plus frustrant que de choisir, de travailler sur un film, de choisir un film, d'y passer beaucoup de temps. C'est en moyenne 2 ans un film en distribution, entre 1 an et 2 ans avant que ça sorte. Donc c'est beaucoup de travail pour nous et d'investissement. Et puis on a envie que le film fonctionne, parce que nous on a eu un coup de cœur quand le film, pour plein de raisons différentes, ça arrive, fonctionne moins bien. On est ravis de se dire, bon bah voilà, les enfants vont quand même pouvoir y avoir accès, et puis alors surtout avec la qualité, il faut le reconnaître, des dispositifs en France qui est juste incroyable, et puis voilà, c'est le public de demain, donc il faut leur montrer des choses, il faut les habituer à la salle, c'est primordial, quoi. Alors, oui, vas-y. Je me permets d'intervenir parce que grâce à Olivier, on a pu faire une sorte de disons, du poids économique du dispositif en Occitanie. Donc on a des chiffres qu'on peut vous proposer. C'est 1 million d'entrées, 1 million de recettes, guichet, pas 1 million d'entrées. C'est 400 000 entrées quand même. Donc c'est pas rien, quoi. Enfin, c'est tout dispositif confondu, bien sûr. Ça représente 270 000 euros de remontée distributeur. Ça représente 570 000 euros de recettes nettes exploitants. Et ça représente près de 105 000 euros de remontée de taxes spéciales ajoutées. Additionnelles, pardon. Sur un an. Sur un an et sur une région. C'est-à-dire que très concrètement, ces dispositifs qui sont même devant les chorales en termes de fréquentation, c'est le premier dispositif, les dispositifs d'éducation à l'image, ils sont également générateurs d'économie. Moi, je me permets d'en parler parce que c'est quelque chose qu'on met toujours sous le tapis en se disant oui, bon, mais attention, c'est l'éducation à l'image, il n'y a pas d'économie. Il y a une véritable économie d'éducation à l'image qui permet vraiment, comme le dit Jérémy, à des distributeurs de pouvoir être un peu plus sereins de voir venir, et à des salles, et notamment des salles en milieu rural, d'avoir un tapis d'entrée sur lesquels, là aussi, pouvoir se reposer. Donc l'économie des dispositifs, elle n'est pas du tout à négliger, parce que même si elle se fait, et justement parce qu'elle se fait sur des œuvres un peu plus exigeantes, elle a une place vraiment à valoriser et à rappeler. Donc c'était juste pour me permettre ça, et qu'on avait... Comme on avait bossé, c'était pour donner les chiffres. Et Luc, tu as tout à fait raison. Nous, pour exemple, il y a certains... Donc nous, notre autre objectif, qui est l'objectif personnel, c'est de montrer des œuvres sur lesquelles on a des coups de cœur à des enfants. Il y a aussi, effectivement, tu le rappelles, ce circuit économique qui existe, qui est complètement concret, d'ailleurs. Et un de nos objectifs, maintenant, nous aussi, c'est au maximum de faire des remontées de recettes aux ayants droit, donc très souvent la production, pour qu'en fait, la création continue, en fait. Nous, c'est primordial, parce que sinon, c'est vraiment, il faut que les œuvres soient créées, il faut qu'elles se fassent. Et effectivement, tu as raison, parfois donc dans les dispositifs, les producteurs sont ravis de voir, parce que c'est quelque chose, donc vu qu'on est sur du temps long, ils revoient une remontée de recettes en fait 4-5 ans après la sortie, et ça leur permet d'avoir, alors nous à notre échelle par exemple, une remontée sur l'année à 20-30 000 euros sur un film pour le producteur, donc ce qui lui permet, on est sur des petites échelles, nous, des petites économies en termes de production, alors voilà, le producteur, ça lui permet souvent d'avoir un petit rajout, d'un petit plus, et alors très concrètement de retour d'expérience avec les producteurs avec qui on travaille, ils sont ravis d'avoir ce retour là qui n'était pas attendu à ce moment là en fait.
Alors à côté de toutes ces collaborations entre les distributeurs, les producteurs, les exploitants, les associations, il y a d'autres chevilles ouvrières, plus satellites, qui œuvrent à faire tourner le moteur, en quelque sorte aussi. Et je me tourne vers toi, Karim, est-ce que tu peux nous décrire tout ce que fait Occitanie Film pour participer, en fait, à ce mouvement? Tout? Non, pas tout. Bon, merci pour l'invitation et puis pour ces temps d'échange, de réflexion et d'information. C'est vraiment très nécessaire pour les acteurs du secteur. Alors nous, Occitanie Film, avec la région, avec la DRAC, ministère de la Culture, on travaille effectivement pour favoriser et participer à la consolidation du cinéma en région. Et je trouve ce qui est en lien avec notre échange de ce matin, ce qui me vient, moi, c'est le titre d'une célèbre émission de France Culture du samedi matin, à savoir la concordance des temps. C'est-à-dire qu'au sein de l'équipe, il y a à la fois le tournage et le public. Il y a à la fois ceux qui font les films, ceux qui les montrent, ceux qui les fabriquent et ceux qui vont en parler. Et c'est vrai que notre positionnement fait qu'aujourd'hui, on travaille sur le film de Michel Gondry, Le Livre des Solutions, sur lequel des collègues ont travaillé dessus il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, on travaille sur des films qui se tournent. Ce soir, il y a la rencontre avec Dominique Cabrera autour de son prochain long métrage. Et nous savons que, on l'espère, d'ici 1 an ou 2 ans, on travaillera dessus en direction des scolaires, des grands publics. Voilà, donc ça fait cette connaissance du fait d'attirer, accueillir des tournages, valoriser les personnes qui les fabriquent, valoriser les décors dans lesquels ces films s'inscrivent et les personnes qui participent à la fabrication et valoriser les films, qui est vraiment notre ADN, sur le temps long, en direction des scolaires, notamment, des enseignants. Voilà, fait que notre travail, notre priorité, c'est les films qui sont liés au territoire. Donc en fait, et tout ça, l'objectif, c'est à la fois de participer à la consolidation de l'emploi, ici en région, et la diversité de la création, faire émerger des nouveaux talents, faire émerger des nouveaux récits, des nouveaux visages. Et concrètement, alors ce sont à la fois des outils, je pense au pôle éducation artistique aux images, avec des collègues, il y a à peu près 10 à 18 pôles en France. Amélie Boulard est présente à cette réunion, qui s'en occupe. Et ce sont des temps où, pour nous, ce qui est important, c'est de faire en sorte de réunir les différents acteurs, les dispositifs, faciliter les échanges, valoriser les travaux des uns et des autres, et faire en sorte qu'effectivement, lorsqu'on passe une journée à Ferracé-Corbière ou une journée à Castelnaudary, par exemple, on puisse, le temps de ces 2 matinées, encore une fois, échanger, réflexion, information, et aussi s'encourager. Je vois le sous-titre là-dessus, mobilisation générale. Il y a des motifs d'inquiétude, il y a des motifs de satisfaction, des motifs d'encouragement. Il s'agit aussi, comme on l'est là et comme on l'est toute l'année, de se serrer les coudes et de travailler au bénéfice des publics. Alors, les motifs d'inquiétude, on va y arriver, mais avant ça, je voulais aussi qu'on évoque un nouvel outil qui est arrivé depuis quelques années au service en fait de toutes ces actions et de la découverte par le jeune public du cinéma. C'est le Pass Culture. Qui était une volonté politique. Est-ce que, Marie, tu peux nous recontextualiser en fait l'esprit dans lequel a été mis en place ce pass et la manière dont il s'est déployé ces dernières années? Oui, bonjour à tous et toutes. Oui, le Pass Culture est venu en complément de toutes ces politiques qui datent maintenant de plusieurs dizaines d'années. Le développement de l'éducation aux images, petit à petit, s'est construit, parce que, partant du constat que la rencontre avec le film, le choc esthétique que ça peut constituer, ne suffisait pas forcément à conquérir et à fidéliser des publics, mais que une intention d'éducation, d'enseignement, de médiation devait intervenir pour élargir encore le public des salles et du cinéma en général. Et donc le Pass Culture est venu effectivement après 2017 sur une logique à l'origine plus individuelle, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'offrir du pouvoir d'achat aux jeunes à l'âge de 18 ans pour des fréquentations culturelles.
que ce soit le cinéma, mais tout autre art ou discipline artistique. Petit à petit, il a beaucoup évolué. C'était très expérimental au départ dans certaines régions, notamment sur le département de l'Hérault, qui a été un département expérimentateur. Ça a été généralisé à l'ensemble de la France. Donc, pour expliquer aujourd'hui ce qu'il en est, il y a un pass culture individuel, donc qui propose à des jeunes à partir de l'âge de 15 ans un petit crédit sur une appli, tout simplement, pour participer à des sorties culturelles, à des ateliers de pratique ou des consommations, l'achat de biens culturels dans une limite, avec un montant limité. Voilà, donc c'est vraiment une démarche individuelle du jeune qui va, pour l'inciter à fréquenter les œuvres et les artistes, considérant que la barrière tarifaire économique est aussi une difficulté d'accès à la culture. Sur ce est venu s'ajouter ce qu'on appelle la part collective du Pass Culture, c'est-à-dire que le Pass Culture a été développé comme une dotation dans chaque établissement scolaire pour permettre aux enseignants, là encore sur une base volontaire, d'offrir des activités artistiques et culturelles à leurs élèves. Donc il s'agit d'une enveloppe par établissement pour développer cette pratique collective des arts et de la culture. C'est désormais dès la 6e, et donc j'ai noté les montants parce que je les oublie tout le temps. 25 € par élève au collège, 30 € par élève en seconde et en CAP, et 20 € par élève en première et terminale. Voilà. Donc c'est le crédit potentiel dont dispose chaque enseignant pour une ou plusieurs fois dans l'année proposer un supplément d'âme à leurs enseignements. Merci. Je pense que le paysage là est bien posé. Tout le monde. Et dans ce paysage, a fortiori depuis cette rentrée, moi personnellement j'ai pu être le témoin d'inquiétudes grandissantes sur certains sujets que je sais vous tiennent à cœur. Quand on parle d'éducation à l'image, il reste toujours des enjeux et des difficultés à surmonter. Et sans vouloir les catégorier, les prioriser ou quoi que ce soit, on va peut-être procéder de manière chronologique peut-être. Par exemple, ce qui s'est passé cette rentrée, c'est que nous avons tous appris que la formation, par exemple, des enseignants pour les dispositifs d'éducation nationale pouvait potentiellement passer en hors temps scolaire, si j'ai bien compris, mais c'est sur des bases régionales qui se négocient. Je crois que tu as assisté à quelques réunions peut-être là-dessus, Olivier. Est-ce que tu veux nous décrire en fait ce qui se passe ? En fait, moi, ce que j'en ai compris, c'est qu'effectivement, il y a une priorisation des priorités. Donc, l'éducation à l'image a toujours été une priorité, l'éducation artistique et culturelle aussi. Pour autant, dans l'ensemble des priorités, on commence à être sur le bas de la pile, et ce qui fait qu'effectivement, tout le plan de formation que vous imaginez énorme pour les dispositifs, pour des dispositifs aussi massifs, je vous ai présenté les chiffres de collège au cinéma et lycéens et apprentis au cinéma, toutes les formations qui sont dans le plan académique, en fait, doivent prouver qu'il est important qu'elles restent sur le temps travaillé des enseignants et ne passent pas sur le temps volontaire, hors temps scolaire, sur invitation de la part des enseignants. Mine de rien, ce temps travaillé, ces formations sur le temps travaillé, c'était un atout très important sur les dispositifs. C'est-à-dire que non seulement il y avait l'idée de mettre en place des formations conjointes, avec des financements aussi de la culture qui permettaient que ce soit des intervenants culturels qui viennent en même temps que les pédagogues apporter des médiations sur les films pour les enseignants pour les préparer à présenter ces films-là. Et aussi quelque chose qui, moi, me tient à cœur, qui était que les enseignants voyaient ces films,
dans le temps de la formation et vivaient la séance de cinéma exactement comme ils allaient la faire vivre à leurs élèves. C'est-à-dire que d'un coup, on décolle de son petit écran, on n'est plus dans le virtuel, etc. On est dans la réalité de la réception des émotions et comment d'un coup, c'est de ces émotions-là qu'on va construire du sens, donner une direction, construire un savoir, faire grandir, faire progresser. Donc voilà, c'est un peu les fondamentaux qui ont été mis en place et c'est un peu ces fondamentaux qui sont questionnés si d'un coup ces formations passent hors temps travaillé des enseignants, donc sur du temps volontaire, donc sur du temps facultatif. Éventuellement, je peux ne pas y venir, je peux éventuellement ne pas assister à la formation et quand même emmener mes élèves voir le film, il ne se passera rien et ça sera la même chose que si j'y étais venu. C'est une crainte de démobilisation en fait Oui, voilà, mobilisation générale, risque de démobilisation générale, évidemment. Et effectivement, il y a, alors on essaye des palliatifs, hein, on essaye des choses, avec peut-être l'idée qu'il puisse y avoir, de maintenir quand même des formations, qu'il puisse y avoir par exemple, à minima, un prof par établissement qui soit présent à la formation, mais un prof par établissement si par exemple il y a une dizaine de classes qui sont présents. Ça va pas, c'est pas ce prof-là qui va qui va accompagner 10 fois le film auprès de ses collègues et la façon dont lui-même va être en capacité de partager avec les collègues qui ne sont pas venus à la formation ce qui s'est passé à la formation, c'est quand même compliqué. Moi, juste pour vous donner un exemple, j'ai eu ce sentiment un petit peu d'amertume quand j'ai été invité à la formation de collège au cinéma en Seine-et-Marne où il y avait comme chaque année 230 enseignants présents dans la salle pour l'ensemble du département à travailler tous les films de la programmation pendant 3 jours sur des journées entières, c'est-à-dire ils n'étaient pas devant les élèves, ils étaient en train de travailler. Et ce sentiment, effectivement, au moment où on leur a annoncé que c'était peut-être la dernière fois et qu'après, on ne savait pas. Et c'est ce « on ne savait pas » qui est totalement intolérable, c'est-à-dire qu'on se projette dans « on ne sait pas ce qui va arriver derrière ». Parce que tout simplement, c'est les personnes qui vont décider si ça se fait ou pas ne sont pas celles qui sont habituellement autour de la table avec nous pour travailler sur la poursuite de ces actions, etc. C'est d'autres personnes qui arrivent dans notre histoire et qui n'y étaient jamais jusqu'ici. Comme les administratifs, les RH, les gens des ressources humaines de l'éducation nationale. Oui, juste pour abonder, tu parles de palliatifs, qu'on est aux soins palliatifs, c'est qu'on n'est pas en très bonne santé. Moi, ça m'inquiète justement un petit peu, là, parce que la formation, c'est un des piliers des dispositifs. Il n'y en a pas beaucoup, ils ont tous été sabordés en 3 ans, là, c'est très étonnant. Il y a l'unicité tarifaire qui a volé en éclats, la formation qui est dessoudée. Enfin, on se pose des questions. On se pose des questions aussi, on souhaiterait que les ministères se parlent, puisque d'un côté, on a de très très fortes injonctions sur le pass culture, notamment sur les dispositifs, et de l'autre côté, on a cet empêchement à la formation. En lycée, c'est particulièrement aigu, et vous l'imaginez, vu le contexte actuel, des enseignants qui, sur des films qui sont potentiellement problématiques en termes de sujet, ne se sentent pas armés à intervenir devant des élèves. Il n'y a pas 50 solutions, c'est-à-dire que soit vraiment... ils sont libérés, ils peuvent venir et on arrive à les former. Soit ils vont faire par eux-mêmes, ou alors ils vont se désengager. On a des signes, alors heureusement pas pour l'instant en Occitanie, puisqu'on est arrivé à tout maintenir à force de courage, de tractation, de ruse, d'écran de fumée en ce qui nous concerne. Enfin bon, bref, on est arrivé à maintenir les formations. Convention des délégués académiques qui ont fait leur boulot, conviction des chargés de mission de cinéma. Donc voilà, on va dire conviction des gens de terrain d'une certaine manière, hein, comme tu le dis. Mais on voit au national, on commence à recevoir certaines coordinations, des lettres de désistement du dispositif d'enseignants. Alors des lettres où on est en copie, puisqu'elles sont envoyées en fait au recteur, à la DAC, en mode en fait on n'est pas formé, on n'y va pas. On ne se sent pas. Et je pense que vraiment le terrible calendrier actuel, je voudrais rien instrumentaliser, mais ça rajoute
C'est-à-dire que là, il y a une très grande inquiétude chez les enseignants. Et vraiment, est-ce qu'ils ont envie d'aller dans des sujets parfois délicats, difficiles, des films qui grattent, comme on dit, particulièrement en lycée, sans avoir été formés au préalable? C'est un vrai sujet. L'effet collatéral, c'est que sachant cela, et si ça ne s'améliore pas, nous-mêmes en comité de pilotage, nous soyons moins courageux et aventureux sur les choix des films, en se disant, bon, on va essayer de trouver des films plus fédérateurs. Il y a toute une série comme ça, en mode domino cascade. S'il y a 3 piliers, c'est que ça tenait avec 3 piliers. Si on commence à les enlever, ça ne tient pas. Donc il faut vraiment là qu'il y ait une mobilisation. Ce qui est très très étonnant, c'est qu'il y a un cahier des charges Ma classe au cinéma qui a été modifié en août 2023 et qui précise bien par les 2 ministères, les 3, puisqu'il y a également enseignement, agriculture et forêt, ministère de l'éducation agricole pour les lycées agricoles et maritimes qui participent, qui précise bien, ils ont signé il n'y a pas très longtemps, puisqu'ils ont renouvelé leur engagement, l'importance de la formation. Donc vraiment, j'espère qu'on va arriver à un dialogue constructif qui va permettre de sanctuariser, j'aime pas trop le terme, mais j'en vois pas d'autres, les formations des dispositifs sur temps scolaire, faute de quoi on pourrait très très sérieusement les compromettre. Et comme tu le rappelais, en fait, toute cette difficulté s'inscrit dans celle que partage l'ensemble de la société, et tous les domaines, et à savoir, par exemple, la flambée des coûts énergétiques. Et j'ai souvent entendu parler du problème des transports. Ça a toujours été un problème, mais j'ai l'impression qu'il devient plus cuisant que d'habitude. À quoi êtes-vous confrontés et dans quelle mesure ça impacte vraiment la fréquentation, les engagements dans les dispositifs? Fabrice, peut-être? Et Cinémaginaire pour... je pense qu'on a un peu tous les mêmes problèmes. Les transports en milieu rural en plus. Donc on est dans une région profondément rurale. Si on enlève les 2 métropoles et les 3-4 grandes villes, la plupart de nos opérations, en tout cas nous, sont en milieu rural. Donc qui dit milieu rural dit transport. Voilà. Par exemple, sur le Pass Culture, les transports ne sont pas pris en charge. Donc, hors dispositif, c'est compliqué de faire venir des élèves en milieu rural. Et puis, en plus, dans le cadre des dispositifs, nous, on a la chance dans l'Aude d'avoir un département qui finance les transports. Donc ça ne joue pas puisque ça ne pèse pas sur les établissements. Après, je ne connais pas les chiffres au niveau national, mais Olivier pourrait en parler peut-être. Les transports, tous les départements ne financent pas les transports. Et sur École et Cinéma, c'est les communes ou les écoles même, les coopératives scolaires qui financent. Donc là aussi, ça pose un problème. Voilà, donc le transport avec l'augmentation des charges... c'est quelque chose d'important. Cinémaginaire, vous gérez directement les transports, peut-être en parler. Oui, nous, c'est vrai qu'on a une partie transport qui a beaucoup augmenté. Donc, oui, donc c'est un budget en moins pour des classes. Donc, on a un nombre d'élèves, malheureusement, qui va s'affaiblir un peu. Voilà, on était à 3500 élèves il y a 10 ans et là on peut en prendre que 2500. Donc, en fait, c'est vrai que c'est la part transport aussi qui a un coût de plus en plus important. Mais c'est vrai que sur ce sujet-là, quand on dit mobilisation générale, en fait, ce qui est peut-être un peu difficile à vivre, c'est que ces dispositifs étant très ancrés sur les réalités de terrain, on sait que la question, elle est là. C'est-à-dire que la question de la proximité de la salle, de qualité, arrêt essai, etc., le chemin de la salle de cinéma, il faut le sauver au niveau des transports. Et ça, le diagnostic est posé depuis longtemps. Et d'un coup, on a effectivement un certain nombre de mesures qui arrivent et qui mettent en place un autre calendrier sur d'autres sujets qui nous empêchent d'avancer sur cette question. Et or, il faudrait vraiment une mobilisation générale. C'est-à-dire que d'un coup, il faudrait qu'on rassemble tous les conseils départementaux, tous les conseils régionaux, les agglomérations, les communautés de communes, et qu'on dise comment on va travailler avec les fédérations de transporteurs en disant
qu'est-ce qu'on met en place? Ou alors, je ne sais pas, je sais pas, et le pétrole, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de voir s'il peut y avoir dans l'année une séance où tout le monde y va en vélo? Enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut inventer pour travailler ces questions de mobilité pour accéder à la chose artistique et culturelle? Et d'un coup, on s'aperçoit que c'est jamais dans notre calendrier. D'un coup, il y a tout le temps d'autres calendriers qui nous emmènent sur d'autres sujets, peut-être volontairement, j'en sais rien, mais toujours est-il qu'on recule toujours l'échéance et effectivement, à un moment donné, on va se la prendre en pleine face. C'est d'ailleurs très très étonnant cette question des transports. Les dispositifs ont fait évoluer leurs tarifs là, à cette rentrée. Ça n'avait pas été fait depuis le passage à l'euro, donc bon, il était temps d'y penser, dans un contexte de crise énergétique aussi pour les exploitants, et puis également pour une meilleure répartition des recettes, notamment des remontées distributeurs. C'était quand même la source de psychodrame entre coordination et même au national sur 30 centimes, non c'est trop, mais 50, ah non mais c'est pas assez. Enfin vraiment on s'est complètement crispé sur ce sujet, alors que dans le même temps le tarif des transports avait quadruplé et que personne à aucun moment ne s'en est soucié. Et on se retrouve nous là effectivement moins impactés sur lycéens et peut-être un peu moins impacté sur collège, parce que très souvent, les salles de cinéma, elles sont proches de l'établissement scolaire. Mais par contre, sur ce qui concerne école et cinéma, qui par ailleurs sont des coordinations par elles-mêmes déjà très paupérisées. Moi, je reste quand même... on parle du pass culture, je ne voudrais pas être polémique, mais je ne peux jamais m'en empêcher. Je suis quand même surpris de voir les 280 millions bientôt injectés dans le pass culture et le peu injecté dans finalement les coordinations de dispositifs. C'est-à-dire que ça questionne aussi au bout d'un moment de savoir où sont les priorités. Est-ce qu'elles sont effectivement sur l'offre, et d'ailleurs une inversion de l'offre et de la demande, ou est-ce qu'on est sur de la médiation? Donc, très concrètement, cette question des transports, moi, je suis comme toi. Je pense que le pass culture devrait s'en saisir, puisque là, pour le coup, il serait peut-être assez légitime de trouver des tickets modérateurs, peut-être indexés, je ne sais pas, hein, c'est pas moi qui vais faire le plan, mais sur les zones de revitalisation rurale, sur les zones montagne, par exemple. Si je peux me permettre, pour conclure, au-delà des transports aussi, il y a les énergies pour l'exploitant en tout cas. Il y a 5 ans, nous on faisait des séances sur des petites salles avec 25 élèves, sur des petites écoles. Aujourd'hui, on leur dit, vous allez à 20 km sur notre salle un peu plus grande, parce qu'on peut plus on peut plus se déplacer pour venir faire une séance pour 25 élèves. C'est un fait. C'est notre système économique, nous, il est mis à rude épreuve. Si on continue à faire comme ça, nous, on disparaît. Donc forcément, ces écoles-là qui ne peuvent pas elles-mêmes se déplacer ne font plus partie des dispositifs. Donc c'est aller vers une différence entre les élèves des petites villes moyennes ou grandes villes, et les élèves en hyper-ruralité, qui, eux, ne pourront plus bénéficier de tous les dispositifs nationaux, parce que économiquement, nous, chauffer une salle pour 25 élèves, faire venir un projectionniste, etc., économiquement, c'est intenable. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans tous ces dispositifs et toutes ces problématiques dont on parle dans la salle. N'hésitez pas, si vous souhaitez rajouter quelque chose à ce que vous entendez, aux inquiétudes ou au sujet de réjouissance, parce qu'il y en aura aussi. Non. Ah, pardon. Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a un micro qui circulant? Vas-y, viens. Oui, viens. On va te donner du mou. Voilà, donne-moi du mou. Bonjour, Antoine Leclerc, délégué général du Festival Cinéma d'Alès, Itinérance, qui est co-coordinateur de lycéens en cinéma ici dans cette académie, et coordinateur également, et mes collègues en charge sont là,
de l'éducation à l'image, d'école et cinéma dans le Gard, et je suis également délégué général de l'association Carrefour des festivals avec un petit regard national, et je vais vous apporter un ou deux éléments complémentaires si vous voulez bien. D'abord vous dire aussi, rappeler, ça va mieux en le disant, que les dispositifs, les formidables dispositifs qu'on vient d'évoquer sont les navires amiraux de l'éducation aux images, mais qui ne doivent pas occulter un travail qui est mené par plein d'associations, notamment des festivals dont pas un aujourd'hui ne développe pas des actions de transmission, d'éveil des regards, d'éducation à l'image, mais il y a aussi plein d'associations qui font ce travail, et bien évidemment les exploitants au quotidien qui développent leurs propres modules, propositions complémentaires. Et les menaces qui viennent d'être évoquées sur les dispositifs, en fait elles pèsent sur l'ensemble de ces propositions nombreuses et qui font enfin on le croit là, le sel de l'éveil des regards. Et les conséquences, elles sont déjà, on ne parle pas d'hypothèses, elles sont déjà très concrètes. Et même si, et je remercie ceux qui l'ont rendu possible, je me tourne vers un représentant de l'Éducation nationale et du rectorat ici, les formations ont pu se dérouler à Auch pour Cinéphilae, donc lycée en cinéma dans cette région, et au cinéma le Sémaphore à Nîmes pour cette académie, avec on espère, et on a entendu l'émotion d'Olivier tout à l'heure, que c'était pas les derniers feux, le chant d'adieu, parce qu'il y a des régions où ça se passe très mal, mais vraiment très très mal, et d'ores et déjà avec des incidences sur les effectifs, les inscriptions, et même les engagements, ou des engagements en l'occurrence d'établissements. Et je m'autorise à vous faire part du cas en Bretagne, qui a été un cas très caractéristique, et Fabrice Bassemont, directeur du festival Travelling et de l'association Clair Obscur, qui coordonne lycéens au cinéma dans cette région, les signaux étaient très, très simples. L'académie a demandé explicitement dans un magnifique courrier en disant combien l'éducation à l'image c'était une super priorité, mais pour autant la conclusion c'était les établissements n'enverront qu'un seul représentant aux formations, et donc très concrètement ils ont perdu dans leur journée de formation 2/3 d'enseignants, avec des effets d'ores et déjà sur l'effet qui se coule sur ce qui doit, après ces vacances-là, démarrer, ce sont les séances. Et d'ores et déjà, il y a 15 établissements qui ne renouvellent pas. 15 lycées de toute nature qui ne renouvellent pas sur 90 en Bretagne. Donc on perd déjà 20%. Alors là, ensuite, la question de gagner 30 centimes ou pas sur les places, on voit que ça est très loin et que ce sont des enjeux directement, évidemment, de fond sur des élèves en moins qui découvriront des œuvres en moins. On retombe là, et tu l'évoquais sur les priorités des priorités, on retombe dans un débat qui opposerait les fondamentaux, les enseignements fondamentaux à ce qui serait accessoire, cosmétique, pour faire joli l'éducation artistique, alors qu'en fait on sait que ça va de pair et que ça ne nuit pas à l'éducation et aux fondamentaux, au contraire, c'est tous ces dispositifs, et pas seulement dans le domaine du cinéma. Et donc on est quelque part dans une forme d'injonction paradoxale, et certes Kirikou est vaillant, mais ça a ses limites, et qu'à un moment on ne peut pas à la fois dire que c'est une priorité, éducation artistique comme un mantra, et affaiblir ceux qui en sont les porteurs et les relais, et à plein d'endroits, et ça c'est le point positif, on vérifie les effets quand ils bossent, mais encore faut-il qu'ils le puissent. Et voilà, donc je voulais apporter ce petit complément. Je ne suis pas sûr que ces petits compléments, que ça réconforte, mais en tous les cas, si on parle de mobilisation générale, peut-être qu'il faut la prendre dans un sens maintenant différent de ce qui avait été envisagé au moment de poser la table ronde, mais c'est bien, oui, d'une mobilisation forte et puissante qui ferait que aussi le ministère de l'Éducation nationale, qui n'est pas tout à fait l'éléphant dans la pièce parce qu'il est représenté par des gens de terrain qui sont actifs ici, mais bien mesurer qu'il y a une contradiction totale avec les messages qui sont par ailleurs portés par le ministère de la Culture, par le Centre national du cinéma. Voilà, merci. Merci pour ton intervention, Antoine. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose ? Parce qu'une fois que tout ça est dit, on a envie de vous demander, mais qu'est-ce qu'on fait ? Ah, Jérémy a une idée. Super. Je me lance. Voilà. Non, alors qu'est-ce qu'on fait ? Non, j'ai pas de solution miracle. Non, mais juste pour préciser le point de vue d'un distributeur dans cette histoire-là. Alors nous, on est un petit peu loin parce qu'on n'est pas dans les comités. On est un petit peu éloigné. Nous, on fait juste proposer les films. Par contre, dans le schéma financier, moi, je souligne quelque chose d'un point de vue purement distributeur. C'est que par exemple, parce que nous, on en avait parlé avec d'autres distributeurs et en interne, quand il y avait eu cette augmentation du tarif, pour parler avec énormément d'exploitants de par la programmation, il était, je pense, nécessaire pour le cinéma par rapport à plein d'augmentations de coûts. Et là, j'ai le débat avec d'autres collègues distributeurs qui se passent moins bien, mais je pense que pour le distributeur, ce tarif n'était pas nécessaire ou obligatoire, par exemple. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que les dispositifs, c'est un temps long pour nous, qui arrive longtemps après, qui est
un super bonus, c'est magnifique. Pour la vie du film, c'est super, évidemment, enfin, voilà, tout ce qu'on vient de dire. La vie économique, c'est un plus, mais par contre, quand un distributeur sort un film au cinéma, il ne peut pas se baser sur les dispositifs pour mettre un plan financier en place. Ça n'existe pas, aucun distributeur fait ça. Si un distributeur fait ça, il met la clé sous la porte 4 ans après, parce que c'est trop aléatoire, et c'est normal, et on ne peut pas, nous, influencer, évidemment, le choix des films qui sont pris dans les comités de sélection. Donc on ne peut pas baser une réalité économique sur les dispositifs. Donc le distributeur base sa réalité économique sur sa sortie nationale, et sur la continuation, sur lequel lui il a un petit peu plus les clés pour avoir cette sortie. Donc sur l'augmentation du tarif, il y avait, moi je pense, un effort à faire du côté un peu distribution sur cette répartition-là. Et voilà, c'est comme tous les problèmes qui touchent à la politique d'une manière globale, c'est une meilleure répartition des ressources qu'on devrait avoir. Et voilà, juste pour préciser quand même que d'un point de vue de la distribution, je pense qu'il y aura un petit effort à faire, sachant que notamment sur les dispositifs, cet argent qui arrive, il est très important pour le producteur, ça fonctionnait très très bien comme ça, mais voilà, lié à l'augmentation du tarif de la place, il y avait peut-être un effort à faire d'un point de vue distribution pour que cet argent serve à autre chose, soit pour l'exploitation, soit pour les transports, voilà, sachant que la distribution... elle doit être forte et concernée par ces problèmes. Là, je sais beaucoup qui le regardent de très très loin parce que la distribution est plus liée à un poumon économique pur et dur. Et c'est bien dommage parfois, mais il faut bien comprendre que la distribution ne fonctionnera plus et tout s'écroulera si on scie la branche sur laquelle on est. C'est-à-dire que nous, on ne vit que au travers les cinémas, les associations, le travail magnifique des exploitants, des associations locales, des enseignants, voilà. Enfin, donc nous, si on ne met pas la main à la pâte, si on n'aide pas, si on n'en verra pas le bout, quoi. Donc voilà, il faut que la distribution aussi s'implique un petit peu plus et fasse des concessions sur 2-3 choses. Je rebondis, ce qui est intéressant chez vous, chez CPF, c'est tout l'accompagnement péda que vous faites. Nous, on peut s'emparer aussi hors dispositif de vos films, les travailler avec des médiateurs, essayer de mettre de la vie dans la salle. On a un gros travail sur les dispositifs à faire sur l'accueil, nous, exploitants. L'accueil en salle des élèves, c'est hyper important. Mettre à l'aise les enseignants aussi. Donc c'est fondamental sur la formation, bien évidemment, mais l'accueil en salle, je pense qu'il est fondamental. C'est-à-dire former aussi les accueillants. Aujourd'hui, on n'a plus de projectionnistes. On a des personnes qui font vivre les salles. C'est ceux qui sont au comptoir, c'est ceux qui sont en contact direct avec les élèves, avec les enfants, avec les jeunes. Donc va se poser aussi la formation pour les exploitants, comment nous on peut mettre en formation un salarié, voilà, quelle formation on peut mettre en place pour pouvoir leur permettre d'accueillir au mieux les élèves. Je pense qu'il y a un travail, il y a très peu de formations aujourd'hui qui sont à destination chez les formateurs, je parle professionnels, qui sont à destination des exploitants. Et puis voilà, donc c'est-à-dire que comme on met nous le soir avec un médiateur ou autre de l'avis sur une séance, il faut qu'on puisse mettre de l'avis sur les dispositifs, présenter le film, que les enfants se tassent dans leur siège et qu'ils puissent voir dans les meilleures conditions possibles le film, et ça mettra aussi à l'aise les enseignants et ça donne envie de revenir dans la salle derrière. Ouais, sur la question de la formation, je te rejoins. On en fait parfois, chacun, nos deux associations ont fait de la formation. On a un formateur d'ailleurs ici qui a travaillé pour nous auprès des exploitants sur une découverte du documentaire. Voilà, on fait des formations à la prise de parole en public, etc. Donc c'est très important. Mais nous, il nous manque, je sais que je suis un peu obsessionné avec ça, mais j'y reviens, il nous manque un échelon et un engrenage qui existe dans d'autres régions et que nous, malheureusement, on n'a toujours pas, qui sont les postes de médiateurs de salles de cinéma, qui pourraient permettre d'aider justement à tout ce travail d'accueil, de diffusion. Après, sur la question des dispositifs, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'on continue à dialoguer. Peut-être aussi qu'il faudrait qu'on dialogue un peu mieux avec les associations de parents d'élèves. Moi, je pensais que quand il y avait eu la fragilisation de cette question de la formation, les fédérations de parents d'élèves seraient peut-être plus motrices. Mais en même temps, ils se sont un peu crispés en mode « Ah ben c'est très bien, comme ça ils vont faire un petit peu plus de maths et de français. » Voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on discute et qu'on explique ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est par exemple arriver à valoriser des jeunes
qui sont multidis et qui, par le biais de la découverte des films, arrivent à l'oral à s'exprimer, à être valorisés en classe. Ce qu'on fait, c'est d'ouvrir le champ des possibles culturels, de générer du débat et de l'empathie, de parler de choses que l'éducation nationale ne veut pas parler frontalement par la bande du billard que constitue le cinéma. Donc ce qu'on fait, moi je pense, c'est qu'il faudrait parler de tout ça, le développer. Je pense que ce type de rencontre est très utile. On est nombreux, il faudrait qu'on le soit encore plus à partager ça et à développer cette idée que attention à ce modèle que l'Europe entière nous envie d'ailleurs. Quand on fait des formations comme celle de la CICAE, la Confédération internationale des cinémas d'art et d'essai, et qu'on parle des dispositifs, bon, il y a deux attitudes. Soit on nous jette des caillasses en mode oui, français, vous êtes sursubventionnés, voilà. Ou alors on nous dit bon, comment on peut le mettre en place nous chez nous, parce que c'est absolument formidable et on a vraiment besoin de ça. Donc, cet écosystème, tu en as parlé. Aussi, qui associe les festivals, les propres initiatives des salles de cinéma, il est extrêmement fragile. C'est un jeu de taquin, c'est-à-dire qu'on bouge quelque chose, il y a tout qui bouge. Fragiliser la formation, in fine, ça va fragiliser les distributeurs. Et les distributeurs les plus vaillants et en même temps les plus fragiles. Non, moi je pense que voilà, il faut continuer à informer sur les aspects sociaux, sensoriels, économique, bénéfique qu'apportent toutes ces actions d'éducation à l'image. Parce que finalement, je ne sais pas si tout le monde en est conscient et informé. C'est-à-dire que quand les choses vont bien et qu'elles roulent, bon, ben voilà, on ne se rend pas compte. C'est au moment de la perte où on commence à se rendre compte de leur importance. Donc, avant de les perdre, soyons en capacité de les solidifier, peut-être par le dialogue et avec tous les acteurs. Et notamment, j'y reviens, pourquoi pas les fédérations de parents d'élèves, pour leur expliquer à quel point c'est important. Je sais que Nanook associé dans un espace parents d'élèves qui est assez intéressant sur sa plateforme pour parler justement des films qui vont être vus. Je pense qu'il faut sortir aussi un petit peu pour dire que ces élèves qu'on rencontre, ils ont aussi des parents qui peuvent être intéressés par notre démarche, par exemple. Mais je pense qu'il y a plein d'autres interlocuteurs qu'il faudrait solliciter. Moi, je vais complètement dans ton sens, parce que si on prend l'exemple du premier degré d'école et cinéma, qu'on oublie souvent en ce moment, puisque il y a ces priorités académiques qui attirent l'attention, on pourrait se dire, mais comment ça existe encore ? Et comment c'est encore le premier des quatre dispositifs, hein, comment c'est encore possible ? Mais tout simplement parce que ces questions des transports, ces questions du billet qu'on paye, etc., il y a un acteur qui existe sur le premier degré qui n'est pas activé sur les autres parce que le relais est pris par les collectivités territoriales notamment, c'est les coopératives scolaires. C'est-à-dire l'idée que, effectivement, les parents d'élèves dont tu parles peuvent se mettre en coopération pour d'un coup aller financer les actions, ce qui se passe à l'école et ce qui va prolonger l'école. Les coopératives scolaires sont absolument indispensables dans école et cinéma parce que dans école et cinéma, il est rare que les billets soient pris à 100% par les communes ainsi que les transports. Et cet opérateur, en fait, ce maillage est très très important et effectivement un peu minoré dans le champ quand on regarde les choses d'un peu loin, d'une façon un peu jacobine. Oui, je voulais réagir aussi alors à la fois à vos interventions, Luc et Olivier, sur cette question de la mobilisation générale et puis à ta question, Aïchigul, sur que fait-on ? Et en fait, en m'appuyant sur des exemples récents sur lesquels on a pu travailler à l'agence, je pense notamment à la reprise des tournages fin mai 2020 qui a été la suite de nombreux échanges au niveau national par corps de métier. Voilà, vous vous souvenez, c'était pas si vieux que ça, mais ça a donné lieu à énormément de réunions d'échanges ou alors ce qui est mené aujourd'hui de manière un peu plus confidentielle, mais c'est une grosse communication qui est assez, je dirais presque agressive, en direction du crédit d'impôt international, vous savez, qui facilite les tournages étrangers ici en France et qui est souvent remis en cause. Ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons et c'est vrai que nous, notre position d'être à équidistance et des collectivités, des institutions et des
acteurs du secteur professionnel, il me semble en fait que je vois que Cécile prend des notes et je ne doute pas qu'il y aura un compte-rendu dans Box Office Pro et que j'espère que ce compte-rendu sera lu par les collègues du ministère de l'Éducation. Mais en fait, moi, quand Luc au Sommail me transmet le document qui fait 15 pages et tu me dis, tiens, regarde page 6, en fait, il y a 5 lignes et ces 5 lignes ont une déflagration dans nos esprits. C'est-à-dire la difficulté pour les enseignants de suivre des formations et d'amener des élèves. Précise de quel document il s'agit peut-être. Redis, c'est pas une circulaire, c'est plus un... Oui, enfin c'était la missive envoyée au chef d'établissement pour leur repréciser un petit peu le... Et qui date de tout début septembre ou fin août, 30 août je crois. Voilà, voilà pardon. Non, et c'est que ces 5 lignes, en fait, j'essaie de mesurer moi l'impact que ça pourrait avoir sur un domaine qui n'est pas du tout le mien, et je pense que je ne le mesurerai pas du tout. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de faire comprendre l'impact que ça va avoir sur nos quotidiens. Et qui sont des quotidiens auxquels on croit, alors pas pour des raisons corporatistes ou des habitudes de travail, c'est que et je n'ai pas besoin de développer l'importance du cinéma, du récit, de la fiction et du documentaire, du réel, etc. Voilà. Et c'est vrai que faire comprendre l'impact que ça va avoir, je pense que c'est déjà une première chose importante. Et de manière quantitative, de manière qualitative, et les chiffres que vous avez cités tout à l'heure, Luc, avec Olivier, voilà, il faut aussi les partager. Et presque laisser entendre que c'est peut-être un malentendu, que c'était une manière aussi de mesurer une espèce de résistance en face, savoir aussi comment on allait réagir. Je pense qu'il faut le structurer sous forme de bilan factuel et ensuite communiquer comme on a pu le faire encore une fois sur d'autres sujets de manière très officielle et parfois aussi par d'autres biais de communiqués de presse et autres, quoi. Voilà, et je pense qu'il faut créer ces espaces d'échange, de discussion pour que les faits soient partagés et entendus et amplifiés. D'autant plus, je te rejoins Karim, que je ne connais moi personnellement que peu d'autres actions culturelles aussi massives qui soient aussi documentées en termes de bilan et de chiffres. C'est-à-dire que si on veut avoir des chiffres, si on veut avoir des bilans, il y a toute une littérature qui, à mon avis, massacre des forêts quelque part dans le monde pour être imprimée, quoi. Donc, très concrètement, on sait que ça fonctionne. Il faudrait que cette fragilisation permette une mobilisation qui permette, pourquoi pas, un rebond des dispositifs pour justement les replacer. C'est-à-dire, bon, on s'est rendu compte que on fragilise les choses. Voyons comment on peut consolider finalement des dispositifs qui n'ont pas été repensés globalement, à part en termes de coordination n'ont pas été repensés par rapport aux réalités actuelles de terrain dont tu parles. Mais effectivement, moi je suis d'accord entièrement avec toi, il faut... Mais moi, j'espère le malentendu, très concrètement, et je suis persuadé que on pourra sortir par le haut de cette crise. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions? Oh bah, oui, Marie, s'il te plaît. Il va falloir vous rappeler. Il y a un micro là. Yvan, peut-être. Oui, alors bonjour, moi je suis Stage Vigneux, je travaille en tant que médiateur et plein d'autres choses pour un cinéma itinérant dans le Lot, qui dépend de la Fédération des foyers ruraux. Mais je voudrais intervenir plutôt à titre personnel, parce que je vous entends parler beaucoup de formation dans le cadre de dispositifs d'éducation à l'image, notamment au milieu scolaire. Bon, peut-être que c'est pas exactement à vous, mais moi je pensais aussi partager une impression, c'est que moi je suis tout juste diplômé d'une fac de cinéma, en recherche, en master. Et j'ai plein de proches autour de moi qui, en ce moment, sont en train de passer l'agrég et le CAPES de lettres. Parce que j'ai l'impression que quand même les professeurs qui portent les dispositifs d'éducation à l'image sont quand même des professeurs de lettres en collège et en lycée. Je vois aussi finalement le peu de formation au préalable qu'ils ont en cinéma. Ils ont un oral au CAPES sur lequel ils ont un film, mais ce n'est pas du tout le cas à l'agrég. On n'en parle pas du tout. Souvent, ils ont pu ne jamais avoir eu cours de cinéma, alors qu'aujourd'hui, comme dans toutes les plus grandes villes de France, il y a un master recherche, d'où sort peut-être une trentaine, une cinquantaine d'élèves par an, diplômés, qui aiment le cinéma. Parce que en fait, j'ai l'impression qu'aussi, là vous parlez de formation, beaucoup formés, c'est très bien, mais après j'ai l'impression qu'aussi, à un moment où ça bloque, aussi au niveau de l'éducation nationale ou autre,
c'est qu'on fait porter ça sur des personnes qui n'ont pas choisi le cinéma au départ. S'ils avaient choisi le cinéma, ils auraient peut-être fait des études de cinéma, alors qu'il y a plein de personnes qui se retrouvent un peu sur le carreau à la fin de leurs études. Et alors qu'eux ont choisi cette formation. Et donc de se dire aussi, en fait, comment est-ce qu'on... Parce que ces dispositifs, j'ai compris qu'ils sont assez... Enfin, qui datent. Peut-être une période où il n'y avait pas autant d'élèves en recherche qui sortaient. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait intégrer dans le cadre d'autres des personnes qui pourraient peut-être aussi donc, plus porter ce type de projet, même si j'entends bien qu'il y a des professeurs qui portent cela et qui le souhaitent, mais j'ai l'impression que ça pourrait faire aussi un peu redynamiser peut-être les choses, d'intégrer. J'ai l'impression que par exemple aujourd'hui, il n'y a pas par exemple évidemment de professeurs de tout ce qui est rapport à l'image, donc il n'y a pas d'entrée dans l'éducation nationale par cette porte au niveau donc du cinéma et autres, mais j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose, un impensé qui pourrait peut-être essayer de réfléchir à cela. Yvan, parce que je suis pas sûre que nos invités soient en mesure de. Ouais, plutôt Yvan. Alors, je m'étais mis dans les angles morts des caméras, donc. Parce qu'Antoine souvent me présente comme il y a l'éducation nationale. Non, je ne suis pas l'éducation nationale. Je ne suis que chargé de mission pour l'Académie de Montpellier en cinéma. Alors, je vais d'abord répondre d'une part. C'est presque cynique ce que je vais dire. Mais il y a quand même beaucoup de jeunes gens qui font des formations en cinéma et qui finissent par devenir enseignants pour des raisons souvent de matériel. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui ont fait des études de cinéma et qui deviennent enseignants. Donc en fait, des spécialistes de cinéma, il y en a quand même pas mal dans l'éducation nationale. C'est pas porté uniquement par les enseignants de lettres, ça l'est majoritairement d'une façon générale en éducation à l'image, mais il se trouve qu'il y en a d'autres. Par exemple, des enseignants de cinéma en lycée, parce qu'il y a des enseignements artistiques de cinéma qui sont portés par des enseignants qui ont d'autres formations. Il y en a un d'ailleurs que j'ai dans mon angle de vue juste derrière vous. Donc j'entends bien, et d'autre part, je rebondirai un peu sur ce que vous avez dit, c'est que tous ces dispositifs sont des dispositifs partenariaux. Les dispositifs d'éducation à l'image, là, le dispositif, c'est 3 films, on va voir 3 films, les enseignants sont formés pour ça, mais il y a aussi des interventions en classe par des professionnels, et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont ici, qui viennent intervenir et qui font de la médiation. Et là, on retrouve des gens qui ont fait des formations en cinéma. Voilà. Alors c'était un petit biais, mais il se trouve que c'est une articulation. Je continue. Alors, je vous remercie de ne pas avoir invité l'éducation nationale sur le podium, parce que du coup, ça me permet d'avoir une distance. La première chose, c'est que Luc, tu évoquais les soins palliatifs, mais c'est des soins palliatifs sur un animal qui est encore très vivace, et c'est ce que vous avez montré. Et je vous rejoins, et je rejoins en particulier ce que tu disais, et ce qu'a dit Karim à la fin, c'est que je vais réagir en éducateur. En éducateur, on est en permanence sur le point zéro. Je peux vous donner un exemple très précis. Dans le train que j'ai pris pour venir ici, j'ai répondu à un mail d'une enseignante qui va venir qui va peut-être venir en partie au dispositif d'éducation collège au cinéma en Lozère, zone rurale, ruralité profonde. Le stage a bien lieu parce qu'il se trouve effectivement que dans notre académie, on est arrivé à maintenir pour cette année les stages lycéens, et ça a été un moment très 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 important avec les effectifs exactement comme on les connaît depuis quelques années. Donc cette enseignante me disait oui, mais alors c'est compliqué, elle garde d'enfants, etc. Donc parce que c'était les mercredis, et aussi j'ai vu que dans le programme il y a les projections de films, et je vais pas laisser mes élèves pour aller au cinéma, sans guillemets. Alors là, on peut réagir, c'est typiquement la confrontation d'un éducateur. On peut être sombré dans un désespoir profond, ou bien se dire il y a du boulot, c'est-à-dire qu'on reprend sa charge d'éducateur, et je crois que je vois Luc qui approuve, oui, c'est il faut remettre l'ouvrage sur le métier, et on recommence depuis le début. Pourquoi la salle ? Pourquoi on invite les enseignants dans le cadre de la formation à la salle ? Pourquoi l'expérience de la salle, etc., etc., etc. Et du coup, restons dans cette logique d'éducateur, c'est exactement ce que vous évoquiez tous les deux. Il y a d'abord les chiffres, et ça, c'est du vécu. Les questions parfois sur l'éducation à l'image, qu'on peut avoir, on pose la question dans la hiérarchie d'éducation nationale, et quand je dis, ouais, mais lycéen apprenti, c'est 20 000 élèves. Et là, tout de suite, c'est, ah oui, à ce point-là.
C'est-à-dire qu'effectivement, on a, pour les gens qui aiment bien les chiffres, on peut leur poser des chiffres. On leur dit, oui, voilà, c'est tant d'entrées, c'est tant d'élèves qui sont concernés. Et c'est des élèves maintenant de la maternelle jusqu'à la fin du lycée. Donc les chiffres qu'on a, d'ailleurs Luc, je compte bien, tu me les ramènes, parce qu'effectivement, nous, on a un travail éducatif à faire, sans trop se faire d'illusions, mais au moins pour leur donner des éléments d'argument, en particulier les arguments dont un certain nombre de décideurs sont très friands, qui sont les arguments économiques. Voilà, en termes économiques, c'est ça. Du côté de l'éducation nationale, par exemple, les chefs d'établissement les impliquent beaucoup en leur disant « vous devenez », c'est peut-être un des leviers, je le dis en souriant, un des leviers positifs du pass culture collectif, vous devenez effectivement un acteur culturel local. Et certains l'ont très bien compris et sont effectivement des acteurs culturels locaux parce qu'ils travaillent avec des partenaires et qu'ils ont compris qu'avec ce moyen-là, entre autres, ils arrivent à agir localement. Je dis ça parce que quand je dis que la bête est encore bien vivace, ce que je constate, alors ça n'a pas valeur statistique parce que j'en ai pas fait, mais les chefs d'établissement libèrent les enseignants, là, pour les formations, parce que là, ils se seraient déjà bloqués, hein, je l'aurais vu. Donc, ils sont libérés. Donc, les chefs d'établissement continuent d'accompagner. Les enseignants sont là. Donc, du côté des acteurs de terrain, la mécanique fonctionne. Voilà. Et le partenariat fonctionne. Je pourrais citer tout le monde. Et ça aussi, alors je ne me souviens plus de votre nom, excusez-moi, entre Fabrice et Karim, le distributeur. Voilà. Vous évoquiez tout à l'heure la dimension humaine aussi du cinéma. Et c'est vrai qu'une des forces de ces dispositifs, et moi, là, vraiment, je ne veux pas être trop dans l'émotion, mais il y a aussi ça, c'est qu'on se recharge à chaque fois de la présence des autres. Et c'est un des éléments, effectivement, de ces dispositifs. Et c'est un des éléments qu'on défend beaucoup. Luc, t'évoquais cette importance auprès des élèves. Il y a un enjeu presque de santé publique actuellement pour les jeunes gens de se retrouver ensemble à partager des émotions dans un lieu qui est consacré à ça. Et ça, on essaye de le défendre, mais cet argument-là seul, il est insuffisant. Donc il nous faut effectivement des chiffres, et on peut balancer des chiffres, parce que là, on n'a pas peur, on peut y aller. Et on a des collectivités toutes les collectivités avec lesquelles on travaille sont de vrais partenaires, et on a des gens qui nous écoutent. Pardon. Non, mais moi, j'aurais bien conclu sur ces paroles revigorantes. Je m'étais personnellement engagée à libérer certains de nos invités à l'heure pour qu'ils puissent suivre leur programme. Mais on peut continuer à discuter informellement, comment dire. Donc, merci à tous d'avoir participé. Merci à nos invités. Et à bientôt au cinéma.